Nous sommes le 28 janvier 1962, au large de Terre-Neuve et du banc de Saint-Pierre. Le chalutier Ravenel, fier navire de 39 mètres, affrété à la pêche à la morue au large de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, fait route vers son port d'attache après une campagne de pêche peu fructueuse. En effet, ce ne sont que seulement 40 tonnes de morue et autant de glace qui sont entassées dans les cales du navire, bien loin des plus de 100 tonnes habituelles. Il fait froid en cette journée de milieu d'hiver dans les eaux de l'Atlantique Nord. Moins 20 degrés et un vent du nord souffle à plus de 50 nœuds. Il ralentit la progression du navire. Chaque vague crée un paquet de mer qui embarque à bord et gèle presque instantanément sur le pont, les mâts et les rambardes. Chaque point d'accroche devient un piège pour la glace qui se forme inéluctablement. Même les câbles reliant entre les mâts voient leur volume et leur poids augmenter dangereusement. Le Ravenel, en fin de campagne de pêche après 8 jours en mer, envoie un message radio vers 9 heures du matin. Sa position estimée est à 40 milles de Saint-Pierre. Il devait faire un dernier trait de chalut sur les bancs, mais le vent a fraîchi. Il fait route vers la maison désormais. Bientôt le navire et son équipage seront à l'abri. Mais le poids de la glace accumulée en hauteur déséquilibre de plus en plus le chalutier. Puis, soudainement, à moins d'une heure de route de l'archipel, le Ravenel disparaît sans laisser de traces. Il n'arrivera jamais à Saint-Pierre pour y décharger sa pêche. 15 marins disparaissent lors de cette journée fatale après avoir passé plus de 8 jours dans une mer glacée et souvent déchaînée. Adrien Philly, André Udarnabia, Charles Poulard, Yvon Poulard, Roger Renoux, Henri Laïton, Joseph Bognol, Lionel Rebman, Eugène Clairaut, Amédée Revers, Gérard Autin, Frédéric Olano, Robert Bourgeois, Jean Lafargue et Jean Orsini ne rentreront jamais à Saint-Pierre. Pendant des années, les familles ont attendu un signe, un morceau d'épave sur la plage, mais rien, aucune nouvelle des 15 marins ni du chalutier disparu. Près de 40 ans plus tard, Karl Beaupertuis, pêcheur à Saint-Pierre, part en quête de nouvelles zones de pêche au crabe des neiges. Comme en son habitude, lorsqu'une zone s'épuise, il tente sa chance ailleurs. Cette fois, il file ses casiers à une centaine de mètres de fond, à moins de 10 000 nautiques au sud-est de Saint-Pierre-et-Miquelon. Mais quelque chose accroche, ses casiers restent bloqués au fond. Il tente de virer d'un bord, puis de l'autre, il cherche sa deuxième bouée en surface, en vain, et à force de traction, le filin cède, les casiers sont perdus. Nous sommes au beau milieu de la route estimée du Ravenel lors de son dernier voyage. Karl fait aussitôt le rapprochement avec le naufrage de ses collègues 40 ans plus tôt. À Saint-Pierre, la plaie est toujours vive. Il alerte les marins, fait part de sa découverte au sud-est de Saint-Pierre. Il explique qu'il a perdu ses casiers sur une croche qui pourrait bien être une épave au vu du nombre de casiers perdus, mais personne ne l'écoute. Les déclarations, les recherches, les expéditions se succèdent sans jamais tenir compte des informations du pêcheur local. Certains cherchent l'épave vers Terre-Neuve où l'on aurait prétendument retrouvé sa cloche. D'autres vont du côté de Miquelon, mais que serait-il allé faire là-bas ? Personne ne pense à simplement écouter Karl et à chercher le Ravenel pile sur sa route normale de retour à seulement 13 km au sud-est du port de Saint-Pierre. 1 heure de navigation. Mais Karl ne lâche rien. Il répète inlassablement qu'une croche est bien là, qu'elle est dure, qu'il a perdu sa pâture de casier. Il ne peut l'affirmer avec certitude, mais il croit sincèrement que cela pourrait être l'épave du chalutier disparu. Enfin, en mai 2025, Karl est embauché par une équipe de scientifiques venus de l'Hexagone pour effectuer des relevés en mer. Il leur parle une nouvelle fois de sa découverte et cette fois, il réussit à les convaincre d'utiliser leur matériel, un sonar à balayage latéral. Il sort sa carte, prend son crayon et désigne la zone à inspecter proche de la ligne de longitude des 56 degrés ouest. Le sonar est mis à l'eau. Après plusieurs passages et de longs moments d'attente, l'appareil détecte quelque chose. Une grosse croche, ou peut-être une épave. Il faut affiner, repasser, et là sur les écrans apparaissent des formes, une structure de grande taille, des superstructures, une silhouette identifiable posée à plus de 120 mètres de profondeur sur le fond de l'Atlantique Nord. Il n'en faut pas plus à Karl pour confirmer ses doutes. Cette épave ressemble au Ravenel, disparu 63 ans plus tôt. C'est l'effervescence sur l'île. Tout le monde salue Karl, lui rend hommage. Les images sont analysées, passées au crible. Et même si l'on ne peut pas encore l'affirmer à 100%, tout porte à croire qu'il s'agit bien du Ravenel. Il ne reste plus qu'à confirmer cette découverte par une plongée directe sur l'épave.
Mais comment faire et que découvrira-t-on au fond qui permette d'être certain que c'est bien le chalutier Ravenel? Afin de procéder à une identification rapide de l'épave, le préfet, Bernard Briand, président du conseil territorial, et l'ensemble des élus du territoire ont décidé de faire appel à la société CERES, spécialisée dans les recherches et le refoulement d'épaves, pour confirmer son identité. Avec l'aide de la collectivité territoriale, de la communauté locale, des services des phares et balises de la DTAM et accompagnée par le FULMAR de la Marine nationale, une opération est lancée dans l'urgence pour découvrir ce que les fonds marins de l'Atlantique Nord nous cachent depuis des décennies. Bertrand Sibos, votre narrateur, se rend sur place avec un robot sous-marin, un ROV, et après quelques heures identifie formellement le chalutier Ravenel. Cette découverte vous est aujourd'hui présentée à travers la vidéo réalisée par le ROV, commentée et illustrée par les points de comparaison qui ont permis d'affirmer qu'il s'agit bien de l'épave du Ravenel. Elle repose là, à 7000 nautiques au sud-est de l'île de Saint-Pierre. Elle est devenue aujourd'hui un sanctuaire pour les 15 marins disparus et leurs familles. Maintenant que le robot est arrivé au fond, c'est par le côté tribord que nous commençons notre exploration de l'épave du Ravenel. Nous sommes actuellement sur la Lys, au niveau du treuil, du côté tribord. Ce que nous voyons apparaître sur le bord de la Lys est un bourrelet, le bourrelet du chalut, ce qui signifie que le chalut n'est pas tombé, le Ravenel ne s'est pas retourné et le bourrelet est là, à pendre, le long de la Lys de l'épave. Nous continuons notre avancée et nous pouvons voir un bout, un genre d'ossière qui descend le long de la coque vers le fond. Il s'agit des défenses, de ces pneus qui sont posés le long des bateaux pour les protéger lorsqu'ils accostent le long des quais. Nous avançons doucement du côté tribord et nous pouvons apercevoir maintenant la potence du navire. Et dans le fond, on voit le panneau du chalut dont la structure métallique est toujours intacte. Puis nous avançons jusqu'au gaillard du navire. C'est juste à ce niveau que, en dessous le gaillard, sur la coque du côté tribord et du côté bâbord également, était inscrite l'immatriculation du Ravenel. Ces lettres étaient soudées et non pas peintes, donc on pouvait espérer éventuellement les retrouver collées encore, les deviner sur la coque, mais malheureusement elles sont sous une forte de concrétion, c'est ce qui nous empêche de les voir et de déterminer ainsi le numéro du navire. Puis nous avançons dans une eau relativement claire vers les rambardes qui sont un point significatif de l'épave, puisque
Au milieu de ces rambardes, nous allons pouvoir remarquer le passage d'homme, qui correspond exactement au plan fourni et aux photos d'archives. C'est ce qui nous permet d'avoir une assurance supplémentaire, s'il en fallait à ce stade, que nous sommes bien sur l'épave du navire. Puis, en nous déplaçant plus avant, nous apercevons l'écubier. L'écubier était le passage de la chaîne de l'ancre, qui elle-même était sur le pont très certainement, et nous pouvons remarquer que cet écubier correspond précisément à la photo d'archive du Ravenel. Malgré le fait que le doute subsiste peu sur la présence ou non des lettres qui sont soudées sur la partie de la coque, nous redescendons quand même à ce niveau pour aller éventuellement voir si, par un côté ou un autre, une ombre ne pourrait pas nous faire deviner les numéros d'immatriculation du Ravenel. Nous repartons maintenant vers l'arrière, toujours du côté tribord, et on aperçoit au loin les superstructures, le mât de charge, le tout juste au niveau de la potence qui servait à tenir la planche qui remontait le chalut. C'est cette potence que l'on voit maintenant à l'écran, et l'on peut remarquer également la présence de la boucle d'oreille, la poulie qui sert à transfiler les câbles qui maintiennent le chalut au fond de la mer et qui servent à le relever.
On continue maintenant, toujours du côté tribord, en longeant la coque et la lisse l'épave, et nous apercevons des structures sur le pont que l'on peut aisément reconnaître également au niveau des images d'archives. Nous arrivons maintenant sur le treuil du navire. Le treuil est situé juste devant la timonerie, devant l'endroit où était inscrit le nom du navire, le Ravenel. Nous remontons au niveau de la timonerie, toujours du côté tribord, et on aperçoit le décrochement de celle-ci qui donnait accès à la passerelle. On voit apparaître, dans les formes que l'on devine, les carreaux de la passerelle, ce qui est vraiment étonnant toutes ces années après. Puis c'est un premier carreau, le premier carreau du côté tribord. Et le plus étonnant étant que non seulement on devine ce carreau, mais l'on voit les phares de notre robot se refléter dedans. Et puis enfin, c'est le moment le plus important de notre expédition, puisque Karl nous avait indiqué que juste à l'avant de la timonerie, il y avait une cloche, que cette cloche servait au capitaine à signaler aux marins un acte à réaliser, à savoir virer le treuil, filer le treuil, remonter le filet. Donc ça permettait au capitaine d'attirer l'attention des marins. Cette cloche est toujours présente. Notre robot s'est rapproché de la fenêtre, toujours ouverte de la timonerie. On peut apercevoir l'intérieur, mais l'humanité, la décence, la sensibilité nous interdisent de nous approcher plus près, laissant reposer les malheureux là où ils sont. Puis en regardant vers le haut, on aperçoit, comme une superstructure, un genre de pic qui correspondrait au mât de l'antenne radar, puisque le radar a très certainement disparu, étant donné que sa conception était très légère et il n'a pas pu supporter 60 années dans l'eau. Nous longeons maintenant le bord de la timonerie et on aperçoit clairement les hublots. Et une fois de plus, notre caméra, nos phares se reflètent dans les hublots du Ravenel, comme si la concrétion n'avait pas pu se fixer sur le verre de ces hublots. Nous pouvons aisément reconnaître l'échelle qui servait à montrer sur la timonerie, qui est juste à côté de la cheminée.
Et c'est enfin au tour de la potence à l'arrière, où si l'on remarque que celle-ci est à peu près en bon état, on voit à côté une planche de bois, une planche qui était le panneau du chalut. Le panneau, composé de bois et entouré d'une structure métallique, laisse voir que la structure a bien tenu, mais le bois est complètement disparu, très certainement mangé, digéré par les vers marins à cette profondeur. Puis nous arrivons sur l'arrière, la poupe du bateau, où les deux hublots significatifs sont nettement visibles. Nous nous attardons sur cette partie, puisque, tout comme sur les côtés, le nom Ravenel, Saint-Pierre et Miquelon était non pas peint, mais soudé. On espère encore une fois trouver l'ultime preuve, s'il en fallait une, que c'est bien sur le Ravenel que nous sommes. Comme partout tout autour de l'épave, la concrétion, le temps a fait son œuvre, les lettres n'apparaissent pas avec plusieurs centimètres de concrétion qui ont poussé dessus. Enfin, nous repartons vers l'avant du navire, et après être passés au-dessus du support du radeau qui était sur l'arrière, nous arrivons maintenant tout près de la cheminée du Ravenel. Celle-ci est aisément reconnaissable et étonnamment rouillée et pas concrétionnée. Mais encore une fois, malheureusement, les lettres spec ne sont pas visibles. Maintenant, c'est toujours cette échelle que nous avons déjà vue tout à l'heure qui permet de monter sur le toit de la timonerie, elle-même protégée par des rambardes. En passant à côté de la timonerie, on aperçoit un drôle d'objet fixé sur les garde-corps. Et en s'en approchant un petit peu, on s'aperçoit que c'est un projecteur qui est sur place, comme s'il éclairait le fond de l'océan Atlantique.
Et enfin, nous survolons le haut de la cheminée et voyons apparaître ces deux pots échappements qui sont à l'intérieur encore en place. Nous terminons cette visite par le haut de la timonerie, juste à l'avant, où une des pièces maîtresses du navire est toujours en place. Je veux parler du compas qui est posé sur la passerelle avec ses deux boules de compensation de chaque côté. L'une était verte, l'autre était rouge.